et j'espère que ça ira bien pour nous ici. Donc, je partage tout mon écran. Comme ça, je reste mon calendrier. Mais je suis dans le webinaire. Ah oui, ça, c'est ma page. Là, je pense. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Et on voit Parce que aussi. je vais dézoomer la présentation, la page. Donc, vous gérez avec moi, si vous le permettez, la réunion ensemble pour faire réussir la réunion et faire émerger la conscience le maximum possible. Il y a Ihsan qui nous rejoint. Donc, si vous pouvez juste me soutenir parce que parfois, je ne vois pas la notification. Donc, comme on dit en arabe, et avec votre permission, Madame Maria et tous ceux qui nous rejoignent de l'extérieur du Maroc, ala barakatillah, bismillah, tawakkalna Allah. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui de présenter dans le cadre de la Semaine internationale du coaching la thématique, pardon, la thématique de la gestion de changement par le coaching professionnel éducatif. Donc, je me présente rapidement auprès de vous et après, on attaque directement le webinaire. Donc, Kambochia Moussadirine, coach professionnel et scolaire, formatrice andragogue, formatrice en éducation des adultes. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis très passionnée par la jeunesse, par les entrepreneurs, les intrapreneurs et par le coaching et l'éducation. Et j'ai fait de ma mission euh, promouvoir le coaching et mettre tous mes apprentissages au service de la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes adultes, les adultes aussi, les organisations qui œuvrent dans le cadre éducatif, qu'il soit au niveau scolaire ou bien au niveau professionnel, notamment les entreprises. J'ai 47 ans, donc j'avais une grande présence dans l'entreprise. J'ai géré 2 entreprises et bien sûr, j'ai travaillé dans plusieurs services. Donc, je suis familière à l'entreprise et c'est un plaisir de faire le lien entre tout ce qui est éducation dans le domaine scolaire et tout ce qui est professionnel dans le monde des affaires. Mon parcours scolaire, c'est une fierté pour moi de vous dire que je suis une apprenante adulte. Donc, je suis actuellement, je chemine actuellement pour un bachelor en éducation des adultes à la TELUC, la Télé-Université du Québec. J'ai pris quelques cours en GRH, en certificat en gestion des ressources humaines. Je me suis arrêtée au niveau des dotations pour d'autres raisons. Inch'Allah, je ferai un bachelor en développement de carrière à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, en septembre, que ça va commencer pour moi. J'ai réussi mon major en éducation des adultes. J'ai fait des formations professionnelles en systémie, en coaching professionnel intégral, en coaching scolaire intégral et j'ai étudié dans le domaine de l'administration et la gestion. Donc, il y a des invités. Comme on a pris l'habitude, on pose le cadre de notre intervention. Quelle est notre posture et notre objectif aujourd'hui? Donc, je partage avec vous le secret de ce webinaire que je peux le présenter au niveau de la cible sur laquelle on agit en tant qu'intervenant et je peux la partager comme le cas aujourd'hui avec des intervenants éducatifs qui sont des coachs, des formateurs, des enseignants, autrement des acteurs de changement. Alors, notre objectif, c'est de se réunir dans une communauté de pratiques éthiques qui est l'ICF, qui est quoi que ce soit le chapter, nous allons réunir tous nos efforts pour émerger cette pratique dont nous sommes certains et certaines aujourd'hui
qu'elle porte de la valeur pour nos clients et pour nous en tant que coach. Bien sûr, les valeurs qui vont cadrer notre webinaire, c'est bien sûr la bienveillance, la confiance, le respect et la présence. Donc, le matériel, j'ai mené un questionnaire qui s'appelle le diagnostic de transformation organisationnelle, qui est la base de recherche, de l'analyse de besoins de ce webinaire. Le temps, ça va, je vais essayer d'être un petit peu bref, ça va prendre quand même 1h30 en moyenne. Donc, portez votre boisson préférée parce que notre matière, elle est très grasse. Pour nos références éducatives, je partage avec vous, si vous regardez bien mon écran. Alors, bien sûr, le manuel, le coaching d'organisation. Il y a le manuel, le comportement organisationnel que je fais durant mes cours de psychologie, de travail et de l'organisation. Il est très riche, donc ça apporte du miel, hein, mais c'est vraiment une très bonne référence. Il y a relevé le défi de la gestion des ressources humaines. C'est un bon livre où l'on apprend à propos du coaching de carrière et également la performance. Et le processus de dotation, bon, c'est une référence en gestion de recherche en ressources humaines. Le fameux livre hein, de Whitmore, la base, le coaching au service de la performance. On ne peut pas dépasser Diels dans son œuvre Être coach. C'est vraiment magnifique. Et le fameux, le coaching scolaire, augmenter le potentiel des élèves de Gaëtan Gabriel pour le coaching scolaire. Réunissant ces connaissances, réunissant les expériences qu'on a apprises sur le terrain et dans nos réunions avec nos communautés de pratique, j'ai essayé de développer de ma manière ma perception du coaching professionnel éducatif et l'associer à la gestion du changement. Donc, si vous le permettez, on va commencer le travail, une vue d'ensemble. On va faire une petite réflexion. Expliquer les théories du changement organisationnel pour comprendre de quoi on parle. Par suite, la gestion du changement organisationnel. Et on va creuser sur notre métier qu'on chérit tous, le coaching professionnel éducatif. Donc restons ensemble et commençons notre petite réflexion. Alors, la thématique, je l'ai partagée avec vous. Ma vision, c'est faire comprendre les fondamentaux de la gestion du changement et y associer le coaching professionnel éducatif comme un outil, comme une action qui peut contribuer dans la gestion du changement et le maintien du résultat qu'on veut transférer dans les contextes d'apprentissage. La cible de base, c'est la cible sur laquelle on agit en tant qu'intervenant. Ils peuvent, généralement, sont les jeunes adultes, ils peuvent être, et psychologiquement parlant, hein, Madame Najia, elle peut me corriger si j'ai tort, c'est avant la quarantaine sont des jeunes adultes. Donc, généralement, ils peuvent être les étudiants universitaires, les apprenants en entreprise, les apprenants en système scolaire, les élèves, les entrepreneurs et aussi les intrapreneurs. Cependant, ce webinaire qui va créer ce changement organisationnel et le gérer sont les intervenants éducatifs, les coachs, les formateurs, les enseignants, les parents aussi, les entrepreneurs, les étudiants eux-mêmes parce qu'ils jouent aux deux volets. Et la raison, c'est parce qu'ils sont des agents de changement. Donc, nous allons entamer le processus d'apprentissage ensemble, mais j'ai une conviction, c'est qu'une bonne théorie est la base d'une bonne pratique. Pour que personne ne reproche aux coachs qu'ils ont une formation d'une année ou 125 heures au plus et ils viennent au terrain. Non, ils commencent à apprendre et à apprendre.
Donc, ce sont les théories qui façonnent notre façon de réflexion et c'est le terrain qui recadre avec nous nos théories et exactement la supervision et l'apprentissage continu qui fait de nous des coachs éthiques et professionnels dignes de porter le nom d'ICF. Alors, comment j'ai travaillé? Donc, j'ai commencé par une étude de marché. Alors, j'ai distribué un formulaire, le diagnostic de transformation organisationnelle sur les étudiants. Mais pourquoi les étudiants? Ma vision des choses, c'était que les étudiants, ils font partie à la fois des intervenants éducatifs et à la fois des personnes qui subissent l'intervention éducative. Cela d'une part. D'une autre part, les étudiants, ils ont achevé plus ou moins le parcours scolaire et ils intègrent dans peu de temps l'entreprise. Donc, ils ont un petit peu l'ambition, une vision du monde qui leur attend. Également, les étudiants sont proches de la génération Z, donc leur réflexion, elle peut être transposable pour les plus jeunes, et elle peut également être transposée pour les plus vieux. Donc, et aussi parce que je n'avais pas besoin d'accord parental pour effectuer le diagnostic auprès d'eux. Alors, le résultat du diagnostic, parce que la finalité du diagnostic, c'est pour comprendre avant de concevoir ce webinaire, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de changement organisationnel dans le milieu éducatif marocain. Donc, quand je dis milieu éducatif, je clarifie, c'est le milieu professionnel et le milieu scolaire. Parce que là où où nous sommes, nous éduquons les éduqués. C'est l'art d'humaniser l'humain. Donc, nous sommes tous éducateurs et c'est important d'être conscient de cette posture. Les questions rapidement. Je leur demandais, dans votre organisation, vous êtes traité avec respect et dignité. 50% en accord, 35% fortement en accord. Vous êtes libre d'utiliser vos compétences comme bon vous semble, 61% oui et 15% fortement en accord. Encore une fois, vous pouvez développer votre potentiel au travail, c'est-à-dire dans leur université, 60% en accord, 25% fortement en accord. Vous avez les manœuvres, la marge de manœuvre nécessaire pour faire votre travail, la moyenne en accord, mais là, 38% ni en accord ni en désaccord. Donc, à revoir. Quoi d'autre? On vous offre la possibilité de vous perfectionner. 50% en accord, 17% fortement en accord, mais plus un quart, c'est ni en accord ni en désaccord et même moins. On vous incite à prendre des décisions lorsque cela vous concerne. C'est plus qu'un quart qui sont en accord. Votre contribution est reconnue dans votre organisation. Une chance que les étudiants affirment que 70% oui, mais 23 et plus sont à discuter. Vos droits comme étudiants sont considérés 60% oui, 10% fortement en accord et à peu près un quart en désaccord. Quoi d'autre? Vous êtes satisfait de votre travail d'étudiant, donc c'est les sentiments qui parlent maintenant. 50% en accord, 23% fortement en accord et le un quart en désaccord. Vous considérez votre travail d'étudiant comme étant plaisant. Et là, c'est la notion d'épanouissement au travail d'étudiant. 50% en accord, 25% ni en accord ni en désaccord. Vous êtes fier de votre travail d'étudiant. 53 en accord, 21 fortement en accord. Ça nous rassure dans le contexte marocain et j'espère que ce sera quand même généralisé dans tout le monde. Mais pour les personnes qui ne rejoignent pas du Maroc,
le webinaire ou bien la thématique, elle est universelle. On vous donne des mots d'encouragement. Là, on mesure la reconnaissance. Lorsque vous faites face à une situation difficile, 40% en accord, 21% fortement en accord reconnu, mais le reste, vous comprenez. On fait preuve d'écoute quand vous avez besoin de parler de votre travail d'étudiant. Au Maroc, 70% oui, mais 20% et plus, c'est à revoir. On fait preuve de considération à votre égard, sympathie, attention agréable, 61% en accord, et ça va finir bientôt. Est-ce que vous croyez que votre organisation se sont engagées à votre égard? Donc, 60% en accord, 12% fortement en accord, 21% en désaccord. Votre organisation a un bon sens de l'écoute, 61% en accord, mais 17% à discuter. Là, il est facile de parler auprès de membres de votre organisation, 46% en accord, le reste, c'est à voir, et c'est là qu'on parle de la communication. On communique avec vous de manière efficace, juste 50% en accord, 27% fortement en accord, le reste à travailler. Vous êtes à l'aise de parler avec votre organisation, 60% OK. Vous êtes à l'aise de discuter de vos préoccupations ou de vos problèmes avec votre organisation, la communication interne, hein, la clarification des besoins internes, 45, jusqu'à 45% en accord, mais la 30% qui n'est pas praticable et même plus. Et pour finir, vous êtes à l'aise de parler ouvertement et honnêtement avec votre organisation. C'est à 49%, mais à 23, plus 17, plus. Donc, il y a quoi travailler. Afin de vous donner la main pour échanger à propos de la réflexion, je vais, si vous le permettez, faire une petite interprétation sur ma réflexion et je vous donne la main pour quelques minutes pour expliquer un petit peu de notre manière la thématique. Alors, Il n'y a pas le son, hein, Ken Boucher. On ne voit que les images. Il n'y a pas de ah son. oui, Ah non, bah non, il n'y a pas de son. C'est pour ça. Je pensais que c'était fait donc ça va exprès. finir bientôt. Donc ça va finir bientôt. Effectivement. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas grave parce que déjà, ce qui va arriver après, c'est pas très intéressant. Mais là, j'arrête le partage et je reviens vers vous. Il y avait deux réflexions que j'ai essayé de mener. Tout d'abord, le questionnaire et deuxièmement, la vidéo sans son. Est-ce que vous voulez partager avec moi? Qu'est-ce que vous avez appris, compris? Quelle est votre perception
de la thématique gestion, changement, coaching éducatif, la vidéo et le questionnaire. Moi, j'ai une question par rapport au questionnaire Kenbouchia. Donc, c'est un questionnaire que tu as soumis à des étudiants. Il y a que c'est ça. Oui. Alors que, donc, du coup, voilà, c'était pour vérifier voilà, s'ils sont reconnus, s'ils sont heureux, s'ils sont épanouis. Euh, alors, la gestion du changement, est-ce que on va dire, est-ce que c'est la cible vraiment adéquate pour vérifier quelles sont les réactions, enfin, comment on se sent par rapport au changement? Ce sont les étudiants, voilà, c'est une question, juste une réflexion voilà, préliminaire. Oui, merci Madame Tijania. Est-ce qu'il y a d'autres qui veut partager sa réflexion par rapport au questionnaire et aussi par rapport au film? Quel lien avec la thématique? Ah, Moi, en toute sincérité, oui. pardon, Allez-y, allez-y. pardon. Donc, merci pour la clarté de l'exposé. Merci En fait, beaucoup. moi, ma question, c'est dans une logique de méthodologie, si vous voulez. Ce que vous avez utilisé, Madame Kambouchia, c'est plus ou moins une recherche quantitative. Il me semble, d'après mon expérience en tant que coach scolaire, moi, je suis intéressé par l'IA et le coaching scolaire. Je suis en train de développer des choses dans ce sens. Et il me semble, parce qu'on parle de changement et on est dans une ère caractérisée par le... Ah, il n'y a pas de caméra. Caractérisée par le numérique, par le digital, par l'intelligence artificielle. Mhm. Il me semble que euh, la recherche qualitative est beaucoup plus, ça c'est mon opinion, la recherche qualitative est beaucoup plus, elle a beaucoup plus de sens. La différence, c'est quoi? On prend une étude de cas unique où deux personnes, trois personnes, une institution, deux institutions, trois institutions. Moi, je suis à Oujda, donc je travaille sur une institution à Nador, une à Berkane et une à Oujda. Et c'est Mhm. du qualitatif, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est des entretiens euh, que- qualitatif, quoi. C'est-à-dire le plus important ici, c'est pas le quantitatif, c'est le insight, Mhm. le sens des choses. Et, que- Parce et que qu'est-ce que vous croyez-moi, avez remarqué au niveau de l'entretien dont vous avez mené? pardon, le, Quelles sont les impressions que vous avez après ces entretiens qualitatifs que vous avez menés avec ces étudiants ou bien ces personnes dans le je milieu vous le dis, scolaire? je vous le dis en toute sincérité, c'est des élèves de lycée, un nouveau paradigme. C'est, Mhm. c'est une nouvelle manière de voir les choses, complètement. C'est un travail que j'ai mené avec un thésard dans une thèse de doctorat, mais le plus important, c'est de créer carrément un LLM, comme c'est pas du chat GPT, mais c'est, ouais, sans entrer dans le détail, ça c'est technique, mais j'ai l'impression qu'on est dans une ère autre. On est dans Avancez. une ère, on est dans une ère, euh, c'est un vrai changement. Ce que vous dites là, c'est vraiment, je suis très impressionné. Et même dans la licence que j'enseigne le management et l'IA, les deux à la fois. Mhm. Et croyez-moi, avec tout l'effort que nous faisons, les étudiants me disent que il y a un écart, il y a un gap énorme, malgré Oui, les efforts. Moi, je suis technique, hein. Je viens du oui. monde des mathématiques et de l'informatique, et malgré ça, on est complètement dépassé. L'élève, Mhm. parfois, il te donne des idées. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps, mais je voulais juste vous enfin, faire, voilà. Donc, Voilà. au fond, apparemment, les jeunes vivent déjà le changement, peut-être dans leurs études, dans leur école, dans leur milieu de vie, et peut-être c'est nous qui réfléchissons encore comment on va mener un changement. Mais bon, c'est pas grave parce que nous aussi, nous existons
et nous voulons contribuer de notre façon à ce changement. Et justement, c'est le lien que j'ai fait avec la vidéo quand je l'ai insérée. C'est pour partager la vision des coachs éthiques, des coachs ICF, des combattants, des agents de changement qui veulent promouvoir le métier pour sa noblesse, parce que quand même, il reste des jeunes, je dirais à 40 ans et moins, il reste des jeunes, et même nous, les adultes, on a toujours besoin de l'accompagnement et du coaching, parce que nous sommes toujours en apprentissage éducatif dans la vie, et éventuellement, notre posture aujourd'hui en tant que coach nous renvoie à notre finalité, c'est que peut-être nous sommes des milliers, n'est-ce pas, Madame Zakia, Madame Tijania, des milliers dans le monde. Donc, est-ce que c'est un privilège ou bien c'est une nécessité de faire grandir la communauté pour pouvoir accompagner des millions? Donc, ça fait partie quand même du questionnement qu'on va poser, n'est-ce pas, Maria de l'Italie? Et même les personnes de la Tunisie qui sont avec nous. Oui, je suis très d'accord avec vous, Madame Kumbushia, et je l'aimais bien, le questionnaire. Ma question, si vous me donnez juste un petit du temps, alors, vous avez adressé le questionnaire aux étudiants de l'école supérieure, je pense. Oui. Vous l'avez après donc, c'était 47. Donc, ce n'est pas 47. un échantillon fiable. Je sais que ce n'est pas un échantillon fiable, Voilà. soit en termes cibles, soit en termes de qualité, comme a dit notre Oui. ami Sissi Mohamed. Oui. Mais au moins, on est conscient qu'il y a un écart. Un écart, et cet écart, il faut travailler dessus. Cependant, l'état désiré, ce n'est pas notre problème parce que nous sommes des coachs au fond. Nous sommes des intervenants. C'est l'affaire des personnes qui veulent créer le changement et l'avoir. Notre rôle, c'est l'accompagnement. Donc, au moins, nous devons maîtriser le processus parce que Voilà, ça, c'est nous notre sommes métier. responsables. Ça, c'est En ce qui nous rend fait, plus éthiques. Donc, si nous on sommes- généralise l'échantillon sur toutes les cibles dont on a parlé, les étudiants, les lycéens, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les intrapreneurs, c'est-à-dire les ingénieurs et les salariés qui travaillent dans l'entreprise, les managers qui gèrent aussi les organisations, bref, les établissements scolaires et même les familles sont des organisations. Même la personne juste, elle, c'est une organisation, c'est un système évolutif. Donc là où nous sommes, il y a toujours un changement, il y a toujours une évolution, il y a toujours une réorganisation de l'organisation. Donc, et vous savez, alors par rapport aux résultats, par rapport au désaccord, est-ce que vous avez eu la possibilité de comprendre quels sont les facteurs qui déterminent leur désaccord et comment est-ce que vous pouvez faire pour, disons, préparer des instruments, des outils capables d'accompagner au changement? Merci pour la question et c'est justement, c'est le sujet de l'atelier. Voilà. Parce que la solution leur revient en partie parce qu'ils sont encore des éduqués, mais au niveau systémique, Voilà. il y a plusieurs rôles à jouer par plusieurs intervenants et plusieurs facteurs interreliés. C'est ce que nous allons voir dans les théories, parce que comme on s'est mis d'accord, c'est important d'avoir une bonne théorie pour qu'on puisse pratiquer une bonne pratique d'accompagnateur, que soyons des psychologues, des coachs, des formateurs, des enseignants, des agents de changement, des agents de ressources humaines. Donc, la théorie, elle est importante. La pratique et l'expérience, on la partage dans l'échange. Est-ce que vous voulez partager autre chose avant que je commence à expliquer la gestion du changement, le changement organisationnel, la gestion du changement et le coaching?
C'est OK? Je partage encore Moi, une je- moi, fois. non, attends, Kelbouchi, j'aimerais bien que tu nous expliques ta vision, l'interprétation que tu nous as représentée par ces extraits de films, Oui. euh, parce que ça serait bien Alors, les extraits du de film, dire. moi j'ai Oui. vu le film en soi, c'est que ils sont peu de gens qui, qui essaient de défendre avec toute leur force leur territoire, leur mission, leur vision. Et c'est vrai, eux, de leur langage, il est différent de le nôtre, mais par, comment je l'ai vu, c'est que nous, les coachs, nous sommes des milliers et nous avons une mission. Donc, nous aussi, en tant que coach professionnel, nous avons une mission à faire. Nous allons défendre avec tous les moyens qu'on a notre pratique pour qu'elle soit généralisée au niveau de toutes les cibles, pour qu'on aura plus de coachs certifiés éthiques et plus de consommateurs de coaching. Parce que déjà, le coaching, surtout dans les pays du tiers-monde, il est peu utilisé. Donc, c'est ça le rapprochement que j'ai fait avec la vidéo parce qu'il n'y avait pas le son, avec juste la bande d'annonce et notre combat pour faire rayonner le coaching. Est-ce que ça va, Madame Tijenia? Oui, j'espère juste que, enfin, il faut qu'on donne une vision quand même de bienveillance et de douceur. Moi, j'ai trouvé que c'était des images assez violentes. Donc, c'est vrai que ce sont des gens qui défendent quelque chose. Mais non, on est Je quand même partage avec plus vous le lien. on est plus dans la bienveillance. Non, C'est ça. c'est une Alors, jeune je retiens, Oui, Kenvoshia, je c'est retiens clair. que nous sommes des gladiateurs, là. C'est ça. Exactement. Donc, il faut prendre en main les armatures et aller au combat. Bon, vous voyez, nous sommes Ben, écoute, que 19, oui. donc À la il faut parole. appeler les combattants déjà, parce que nous avons de grandes choses à mener. Et on va voir est-ce que c'est vrai, nous avons raison ou non, après le partage de cette thématique. D'accord? Merci. Donc, je partage tout mon écran. Toujours la bande d'annonce. Mon Dieu. Donc, après le film, la réalité commence. Maintenant, voyons de près qu'est-ce qu'on veut dire par le changement organisationnel. Donc, en toute sincérité et en tout réalisme, nous comprenons tous que les organisations, là où ils sont dans le monde, nous vivons une ère de changement très radicale, comme a évoqué notre ami, au niveau de la technologie et l'IA. Au niveau du chaos, hein, tout le monde est en panique à cause de la guerre, à cause des virus, à cause des changements environnementaux, à cause des changements économiques, sociaux, politiques. Donc, il y a des contraintes environnementales dont elle est exposée les organisations. Et les organisations, comme j'ai dit, milieux professionnels, entreprises, établissements scolaires, familles et également les systèmes en général, c'est-à-dire les pays en général. Les mêmes principes sont transposables dans tous les contextes. Éventuellement, le changement oblige les organisations à s'adapter avec le contexte pour pouvoir survivre. Ils n'ont pas le choix. Donc, le changement au fond devient un enjeu crucial et même très complexe, comme on va voir les facteurs et comme a demandé notre ami. Donc, pour accompagner cette évolution environnementale et s'adapter en permanence à l'environnement. Donc, c'est dans cette vision que nous allons attaquer, si je dirais, le changement, la thématique du changement organisationnel, parce que nous croyons déjà que ce qui ne change pas, c'est le changement. Dans le fond, celui qui ne change pas, qui croit qu'il est stable, c'est qu'il est en illusion. Le monde change autour de lui,
donc il sera reculé par rapport aux changements menés dans l'environnement qui l'entoure. Il faut qu'il change pour qu'il soit en équilibre avec un monde changeant. Donc, cette hémostasie recherchée, elle est importante de la clarifier dans tous les contextes. Et là, ce schéma, il est inspiré du modèle intégrateur de Burke et Litwitz. Comme vous voyez, il y a 12 variables du changement organisationnel. Les plus importants, plus structurels sont ceux en bleu parce qu'ils émanent de la jurisprudence de l'organisation. Donc, une entreprise ou un établissement scolaire ou une institution, c'est important qu'il soit à l'écoute permanente et à l'analyse permanente de son environnement externe, là où elle se situe. C'est important qu'il clarifie sa mission, sa raison d'être, sa raison d'existence et sa stratégie organisationnelle pour affronter l'environnement où il vit. C'est important également qu'il clarifie sa culture organisationnelle, ses valeurs organisationnelles, parce que c'est cette structure qui cadre l'existence de l'organisation avant de parler des membres qui la composent. Également, le leadership, parce que sont eux les meneurs de changement, sont eux les agents, sont eux, généralement les administrateurs, les managers, c'est eux qui vont porter sur les épaules cette action de gestion de changement. C'est important qu'elle clarifie sa structure organisationnelle, sa hiérarchie horizontale, fonctionnelle. Donc, ça, c'est la base pour toute organisation. Si elle n'a pas clarifié ces éléments, elle ne pourra jamais gérer les variables de gestion quotidienne qui sont ceux marqués en jaune, notamment les pratiques de la gestion des ressources humaines, les systèmes et les processus organisationnels, qu'est-ce qu'on fait, comment on les fait, avec quoi on les fait, et également comment elle gère le climat de l'équipe de travail. Est-ce que cette équipe de travail est orientée seulement vers le résultat, c'est-à-dire la productivité, ou bien elle est orientée vers le climat familial, hein? Donc, elle oublie pourquoi elle est dans l'organisation, elle va se mêler juste des histoires d'hier, ou bien elle fait l'équilibre entre les objectifs opérationnels et les relations professionnelles. Cela impacte bien sûr les habitudes et les attitudes et les aptitudes des individus qui composent l'organisation, qui réalisent et façonnent les tâches imposées par l'organisation. Bien sûr, on ne peut pas parler des individus dans une organisation sans parler de la motivation. Quoi que ce soit la théorie de motivation utilisée, nous sommes d'accord que les dynamiques motivationnelles des individus dans les organisations est l'une des clés de succès, de l'engagement et de la réussite, et également de l'épanouissement et des individus et de l'organisation. Pour ainsi, c'est important de clarifier les besoins et les valeurs de chacune et chacun dans cette organisation pour pouvoir les faire aligner avec la culture organisationnelle dont on a parlé auparavant, qui est mentionnée en bleu. Et une fois il y a une analyse, une interaction, une gestion, une réorganisation de tous ces éléments que l'on peut mesurer la performance individuelle et organisationnelle. Donc, nous sommes devant un modèle très dynamique, très sérieux, très à haut niveau de l'entreprise, de l'organisation, de l'établissement scolaire, d'où chaque acteur organisationnel est censé comprendre ces éléments avant de dire que je suis un manager, je suis un gérant, je suis un père de famille, je suis un directeur d'école, quoi que ce soit. Donc,
cette structure, cette image qui crée les liens, qui crée l'harmonie. C'est comme une danse harmonieuse pour que chacun vienne le jour du travail ou le jour de l'apprentissage avec une nouvelle énergie. Donc, ce modèle causal de la performance organisationnelle nous démontre clairement la complexité du changement organisationnel. Et là, une partie de la réponse pour Madame Maria, quels sont les facteurs? Donc, comme vous voyez, c'est très dynamique, c'est très multiple, c'est très complexe. C'est sûr que une partie va être en déséquilibre par rapport à l'autre, mais par l'apprentissage continu, on va voir, par le coaching, par la formation, par les techniques de gestion, on va essayer d'évoluer d'un jour à l'autre pour rendre ce schéma plus réaliste, plus concret, plus faisable dans les organisations. Donc, face à cette transformation organisationnelle que l'on veut effectuer, parce que lorsqu'on dit changement, c'est qu'il y a un état actuel et il y a un état désiré. Donc, le défi pour les organisations, c'est au fond implanter ce changement organisationnel. Donc, elle doit prendre conscience qu'il faut qu'elle change quelque chose dans son système de fonctionnement global. Quel est l'état désiré où elle veut aller? Quel est l'écart et comment le conduire? Si elle n'en est pas consciente, donc le monde change autour d'elle, elle va regresser par force ou par volonté. Donc également, les organisations sont appelées à amener tous les acteurs et tous les facteurs qui vont supporter le changement. Donc ici, on parle des ressources humaines et des ressources matérielles pour gérer le changement. Parce que le changement, il est coûteux. Il est coûteux en énergie, il est coûteux en temps, il est coûteux également en ressources. Donc, c'est important également qu'elle trace le plan d'action, la procédure pour le gérer, en se questionnant sur le quoi, le pourquoi, le comment, le quand, et bien sûr, quel est le retour sur investissement qu'elle va avoir une fois ce changement effectué. Donc, la balance entre le changement et la gestion du changement, ça devient une question cruciale qui revient aux acteurs de le changement de le mener. Donc, c'était la première partie pour clarifier le changement organisationnel. Est-ce qu'il y a une question à ce niveau avant de passer à la gestion? Donc, nous comprenons que déjà, parlant organisationnel, nous sommes devant une situation très compliquée. Hein? Donc, est-ce qu'il y a des questions ou vous voulez que je passe directement à la phase 2 qui est la gestion du changement? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a une question ou bien je passe à la deuxième partie? Est-ce que c'est clair tout d'abord? C'est très complexe. C'est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments en interaction qui rend le changement très difficile. Et lorsqu'on va creuser plus, on va se demander qui va faire quoi. Mais si on n'apprend pas cette théorie, c'est que nous sommes dans l'ambiguïté, on va passer aux critiques, aux plein de choses au lieu d'agir sur le changement. Donc, je continue. Kemboshia, oui, personnellement, je préfère que tu continues parce que déjà, quand tu parles de systémique ou de systémie, il y a forcément complexité. Donc, moi, personnellement, je préfère avoir l'ensemble. Une vue d'ensemble et on échange. Exactement, okay. Voilà. Si vous voulez m'arrêter, je suis à la disposition. Donc, préparez votre boisson, comme j'ai dit à côté, parce qu'il y a quoi discuter. Donc, comment on va gérer ce processus complexe? Oups. Je n'ai pas trouvé mieux
que la grille des niveaux logiques de changement de deals pour vous rapprocher de la dynamique du changement. Éventuellement, nous, les coachs, on l'utilise de notre manière en investiguant les niveaux. J'en rappelle rapidement, bien sûr, la première des choses qu'il faut analyser, c'est l'environnement du changement. C'est aller voir où on va travailler, le contexte, contextualiser le changement. Quand est-ce qu'on veut le réaliser? Quelles sont les opportunités de l'environnement? Quels sont les blocages et les contraintes qui existent, qui sont susceptibles à empêcher la réalisation de ce changement? Une fois nous avons un benchmark, une étude du marché, une étude de l'environnement, une étude du contexte, et c'est là qu'on commence à parler du comportement organisationnel. Et le comportement organisationnel ici, il découle au niveau de l'organisation, c'est toutes les stratégies de gestion et de management, et également au comportement des individus en tant que personnes qui forment le système, qui forment l'organisation. Donc, quoi au fond? Quelles sont les actions et les réactions des personnes qui forment ce système? Dans quelle mesure ces comportements sont alignés avec le changement désiré? N'oublions pas la vision. C'est que nous avons une vision, nous avons un objectif, nous avons un état idéal où l'on veut arriver. Donc ça, il faut le garder en vue et on analyse les données, l'environnement, les comportements, puis les compétences et les capacités des personnes. Donc, pourquoi ces personnes font ces comportements et ne font pas un autre? Quelles sont leurs compétences? Quelles sont leurs connaissances? Quelles sont leurs capacités? Quelles sont leurs capacités de transférer ces apprentissages d'une situation à l'autre? Et c'est là où l'on met leur processus d'apprentissage dans le contexte. Dans quelle mesure leur stratégie de réaliser le changement, leur processus de résolution de problèmes sont adéquats avec leur vision des choses. Une fois les stratégies sont tracées, on part à ce qui est plus profond, à ce qui est plus important. Les valeurs organisationnelles, la charte de l'organisation, ce n'est pas une feuille qui s'accroche au mur à côté du bureau du directeur, non. Ce sont des gestes que l'on voit dans tous les services qui composent l'organisation et bien sûr qui se marquent au niveau des comportements des individus. Quelles sont les croyances quand les dirigeants de l'organisation, parce que l'on veut pas, sont les managers, sont les directeurs des entreprises, sont les directeurs des établissements scolaires qui représentent la vision de l'organisation et dans quelle mesure ils sont alignés avec les valeurs de chacune. Donc, ce sont des questions à poser, ce sont des investigations à faire pour pouvoir savoir pourquoi on va créer ce changement et pourquoi aussi je vais adhérer en tant qu'employé ou bien en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève dans ce processus de changement. Quelles sont mes motivations derrière cette volonté de changement et quelles sont les tolérances? Quelles sont les permissions? Donc, là, une fois ces éléments sont détectés, on va aller investiguer l'identité. Parce que l'identité organisationnelle comme l'identité individuelle, elles ne peuvent être alignées et achevées que lorsqu'il y a une certaine congruence, hein? Que lorsqu'on nage dans avec le même courant. C'est que les entrepreneurs, les employés, bien les enseignants, ou bien les élèves viennent pour collaborer, viennent pour rejoindre la mission tracée par l'organisation. Donc ici, on répond à la question qui. Donc bien sûr, ceux qui sont les individus.
quoi que soit leur posture hiérarchique dans l'organisation. Une fois cette identité organisationnelle et individuelle est achevée, complète, elle inclut et transcende tous les niveaux et que le tout est OK, le tout est aligné, c'est là où l'on commence à parler pour qui je vais faire tout ça. Quelle est ma vision au niveau plus grand, qui dépasse l'éveil, au niveau spirituel, au niveau appartenance, au niveau holistique. Donc, c'est là le niveau d'appartenance. Et si on appartient aujourd'hui à la communauté ICF pour le coaching, c'est que nous avons déjà cette croyance profonde que nous voulons développer un monde meilleur, que nous appartenons à cette communauté parce que nous avons une mission à transmettre. Nous avons une vision d'élargir le champ de travail à travers le coaching, à travers l'ancrage du changement. Donc, avec qui nous allons collaborer et pour qui nous allons collaborer. Donc, cette grille, vraiment, elle est magnifique. Elle est formidable. Elle est un outil très puissant de coach et de tout intervenant. Le plus important, qu'il maîtrise son utilisation pour pouvoir diagnostiquer à quel niveau il y a le blocage pour le processus de changement, il faut le comprendre. Tout d'abord, il y a une situation, donc est-ce que j'accepte la dame ou non, je ne sais pas. Donc, il y a une situation de dégel. Donc, quelque chose qui ne va pas et on veut passer à l'étape suivante. Donc, au fond, il y a un besoin. Et c'est ce besoin de changement qui va créer une tension profonde sur les managers pour amener le changement. Donc, cette étape de dégel où l'on crée le besoin de changement au niveau organisationnel, c'est important. Donc, je vais l'autoriser. Oui, et j'espère que ça fonctionne pour elle ou pour lui. Donc, la deuxième étape, c'est le changement. Lorsqu'on parle de l'étape de changement, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer les attitudes des individus. On va changer les tâches fonctionnelles dans l'organisation. On va changer les processus, comment on fait les tâches. Et si c'est nécessaire, on va changer aussi la structure, la hiérarchie, les départements, tout ce que l'on veut. Et bien sûr, nous sommes à l'ère de l'IA, la technologie, il faut s'adapter. Donc, ces éléments que l'on doit changer au niveau organisationnel sont importants de les clarifier blanc sur noir et noir sur blanc, qu'ils soient clairs, visibles, communiqués, compris au niveau de tous les meneurs du changement et même au niveau de ceux qui vont subir le changement pour pouvoir passer au niveau 3 qui est le gel. Autrement, nous allons implanter un changement, mais pourquoi parfois ces changements ne réussissent pas? Parce qu'on ne gère pas le transfert d'apprentissage, on ne gère pas la continuité, la conduite du changement. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque organisation, son rythme à elle, son rythme environnemental et le rythme des individus qui les composent. Donc, il faut jongler entre la structure, l'environnement, le rythme de chacun et chacune dans l'organisation. C'est pour ainsi, je dis que c'est vrai, c'est complexe, mais ça reste faisable s'il y a des agents de changement qui sont prêts à mener ces conduites de changement. Donc, bien sûr, je spécifie juste une petite chose, que lorsqu'on veut cibler les organisations scolaires, les établissements scolaires, comme je fais les études au Québec et bien sûr, je pratique au Maroc, je fais une petite comparaison. C'est tout d'abord l'autonomie au niveau de la gestion,
des organisations selon le niveau organisationnel de l'établissement scolaire, dans l'autonomie au niveau de la gestion, le niveau de gestion scolaire. Et le troisième point qui est très spécifique, très important pour les établissements scolaires, c'est que le produit, et je m'excuse pour le terme, le produit fini des établissements scolaires sont des humains. Donc, il faut savoir que les humains agissent sur les humains et on produit des humains. Donc, ça devient plus demandant d'appliquer des approches éthiques, des approches conscientes, des approches qui combinent la théorie, la pratique et la conscience et aussi l'éducation. Autre élément important que j'évoque à ce niveau, c'est que pour l'entreprise, elle reçoit le produit fini des établissements. Donc, c'est interrelié. C'est pour ça l'orientation, elle est très puissante et le développement des compétences dans ce stade de transition. Et bien sûr, les établissements scolaires reçoivent également le produit fini, semi-fini, des familles, hein, de l'environnement, du contexte. Donc, c'est encore interrelié et c'est plus complexe parce que c'est le contact avec, de l'humain avec l'humain. Et ce qui se mijote à l'intérieur, c'est toute une culture, les valeurs, les compétences et tout ce que vous voulez. Donc, ces trois phases de changement nous ramènent à poser la question comment les individus sur lesquels on va agir vont assimiler le changement. Donc, simple, l'organisation veut changer quelque chose, comment elle va le faire? Je vous propose le plan de mise en œuvre de changement à l'aide des 8 accélérateurs de changement. Ces 8 éléments sont importants à suivre et à pratiquer dans une boucle systémique, cohérente, évolutive. Et ça commence par la préparation du changement. Lorsqu'on détecte qu'il y a le besoin, donc il faut créer le sentiment de nécessité en mettant en évidence les motifs. Parce que l'organisation, c'est qui chapeaute à un grand niveau. Mais généralement, les employés, les enseignants, je dirais les N-1, ils n'ont pas une vision globale du besoin de changement. Donc, la communication, la préparation des subordonnés et la préparation également des managers et des leaders qui vont jouer le lien entre les suiveurs et les managers. Une fois le changement est ressenti, on doit former une coalition assez puissante pour pouvoir gérer le changement. Il faut s'unir, il faut être solidaire et s'attendre à justement, je rappelle le film, Madame Nadia, c'est que nous entrons en combat parce que nous voulons sortir de notre zone de confort et nous voulons créer quelque chose de nouveau. Donc, il faut qu'on soit un collectif. Pour pouvoir engager le changement, il faut développer une vision commune afin d'orienter le changement. La vision commune, comment on la voit nous en tant que subordonnés, en tant que département, en tant qu'employés, en tant qu'apprenants, donc dans quelle mesure la vision de l'organisation elle est alignée avec ma vision de choses en tant qu'employé ou individu qui est au milieu de l'organisation. La communication. Il faut savoir que le tout se joue au niveau de la communication, de la vision. Quand je vais expliquer le pourquoi des choses à une personne avec qui je vais mener un changement, c'est sûr que je vais l'écouter, qu'il va m'écouter, que je vais l'influencer, qu'elle va m'influencer, que je vais la convaincre, qu'elle va me convaincre, qu'on va se mettre en accord sur une chose ou bien en désaccord sur autre chose. Une fois la vision est claire, la communication est faite, on passe au concret, à la réalisation du changement voulu. Et là, le tout est responsable envers cette vision. Le tout est responsable envers ce projet. Quoi que ce soit les obstacles, nous allons les résoudre, nous allons trouver les solutions nécessaires et on va s'adapter
et on va apprendre et on va faire le nécessaire pour rendre cette vision une réalité, tout en célébrant tout succès, tout en reconnaissant toute réussite, tout en échangeant tout plaisir d'évolution. La célébration de succès, je sais que ça vous impacte les coachs dans vos compétences, les 8 compétences de coach. Donc, je continue comme c'est demandé, mais ça touche émotionnellement. OK, le changement en partie dans le temps X est réalisé, il faut l'ancrer. Pour pouvoir l'ancrer, il faut le consolider et les améliorer en continu. Il faut le gérer, le conduire en permanence. Sinon, ça va se perdre avec l'obsolescence de l'apprentissage. Donc, il faut l'arroser. Chaque jour, il faut le rappeler. Chaque jour, il faut le mettre en valeur parce que ça devient une valeur organisationnelle. Bien sûr, il faut renforcer les changements positifs et faire le lien entre les niveaux des comportements organisationnels et le succès organisationnel. Autrement, c'est le mérite. C'est le comportement qui crée le changement. Et comme on dit toujours, la différence entre le rêve et la réalité, c'est bien entendu le comportement, qu'il soit organisationnel au niveau global ou bien le comportement individuel. Donc, cette grille nous ramène à se positionner sur les caractéristiques du leadership. Est-ce qu'il est transformationnel? Sur l'état d'esprit, est-ce qu'il est positif à l'égard du changement? Sur la gestion émotionnelle. Donc, nous, en tant que coach, on fait face à ces thématiques chaque jour. Et bien sûr, de créer un bassin d'agents de changement. C'est notre rôle qu'on effectue aujourd'hui dans ce webinaire en faveur de la Fédération internationale de coaching, c'est que nous faisons grandir notre bassin d'agents de changement. Et c'est là ma fierté aussi d'appartenir à ICF Maroc et à ICF Québec. Donc, oui, les résistances au changement. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord que le changement, qu'il soit voulu ou imposé, il y a toujours une résistance. Cependant, comment il est le niveau? Les couleurs, ils reflètent le processus prédit, le processus de changement, le dégel, le changement et le gel. Tout d'abord, lorsque l'organisation crée une vision de changement organisationnel, les employés ne sont pas au courant. Donc, à leur niveau, il n'y a aucune préoccupation par rapport à la vision. Ils sont dans la phase de l'inconscient incompétent. Ils sont indifférents par rapport à la vision. Et il arrive que ça prend une bonne période pour pouvoir sensibiliser à propos du besoin de changement au niveau des employés, spécifiquement également dans le système scolaire, chez les enseignants. Donc, une fois les rumeurs commencent à propos du changement, on définit le destinataire, qui est concerné par le changement et quelle est l'organisation pour faire le changement. Vous vous rappelez avec moi le petit schéma, le grand schéma de tout à l'heure, le niveau individuel et le niveau organisationnel. Donc, on trace tout ce qui concerne la dynamique individuelle et tout ce qui concerne la structure organisationnelle. Et là, les personnes qui vont subir le changement, les pauvres, ils seront confrontés à leur réalité parce qu'ils vont dire consciemment qu'ils sont incompétents. Peut-être ça leur manque quelque chose qui va satisfaire ce que le manager demande, ce que l'organisation demande. C'est de là que le changement commence à se créer, les attitudes commencent à s'ancrer, le travail commence à s'expérimenter, l'accompagnement à ce stade devient vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Parce qu'à la fois, d'ailleurs dans tous les niveaux, mais à ce niveau-là,
l'employé, ou bien l'enseignant, ou bien le parent, ou bien même l'apprenant devient conscient, compétent. Donc, il va commencer à travailler sur lui. Il va mesurer à la fois ce qui lui manque dans sa personnalité, également dans sa personne, et c'est ainsi qu'il va travailler sur ses compétences, sur son vouloir qui doit être aligné avec la vision organisationnelle pour pouvoir atteindre l'objectif commun. D'où la collaboration entre tous les départements de l'organisation, entre tous les services, entre toutes les équipes, entre tous les individus devient une nécessité. Et l'étape d'évolution et d'amélioration continue, c'est là où ça devient inconscient, compétent. Et c'est là le moment du partage, de l'appartenance, de la continuité, de l'épanouissement, de la formation continue. Donc, c'est là qu'une source de bonheur et la boucle est bouclée pour une nouvelle évolution avec le marché. Et là, donc, c'est évolutif. Et c'est là où, lorsqu'on parle de la spirale dynamique, on l'évoque aussi comme outil, c'est qu'on on joue dans un système, dans une spirale d'une façon très fluide. On monte et on descend selon le niveau de besoin du destinataire et de l'organisation, d'où le coach aussi et l'intervenant doit maîtriser ces processus de changement, le niveau d'intervention et les outils d'intervention. Alors, qui intéressés, bien sûr, sont les intervenants, qu'ils soient des gestionnaires, les employés, les apprenants, l'organisation en général, et même parfois les partenaires, les clients et les fournisseurs de l'organisation sont impliqués dans le processus de changement organisationnel. Donc, nous dirons que ces personnes-là, qui sont des agents de changement, sont des personnes ressources qui vont accompagner l'ensemble des membres de l'organisation. Nous sommes d'accord là. Et ils vont gérer le processus de la transformation organisationnelle. Éventuellement, ils doivent adopter une attitude très positive à l'égard du changement. S'ils ne croient pas au changement désiré, il ne faut pas qu'ils interviennent dès le début. Il n'y a pas un coach ou un accompagnateur qui ne croit pas aux ressources de son client et au changement désiré par son client. Il sait que le résultat revient à son client, mais au moins, il mesure son niveau de confiance parce qu'il est au fond un coach mentor, un coach sponsor, un coach éveilleur, donc ses attitudes envers le changement doivent être positives. Donc, bien sûr, il peut être à la fois un gestionnaire, un intervenant éducatif, un agent de changement spécialisé dans la gestion de changement, un professionnel de développement personnel, professionnel, organisationnel, un coach et même un membre de la communauté d'apprenants. Donc, en disant, quoi que ce soit sa posture en tant qu'intervenant, le plus important, qu'il maîtrise le processus et qu'il adapte le comportement avec le changement désiré. Bien sûr, il doit maîtriser l'écoute des préoccupations et les résistances au changement. Il doit clarifier les incompréhensions et les enjeux de la gestion du changement et il doit faciliter la communication et le succès du changement. J'ai fait ces éléments en orange parce que ça vous touche les coachs professionnels. Donc, oui, les coachs professionnels, parce que vous venez ici en tant que mousquetaire, hein, et je rejoins Zekia. Donc, nous sommes les mousquetaires, nous sommes pas des sauveurs, mais les agents de changement par excellence qui pratiquent cette jolie pratique qui rend à la personne coachée le plaisir du choix de la destination et du choix du plaisir de l'apprentissage, du voyage. Éventuellement, nous, en tant que coach, nous voyageons avec lui. Donc, nous goûtons du plaisir du voyage et de la beauté de l'environnement que l'on va explorer avec lui. Donc, ça, c'était la gestion du changement. Je sais, c'est encore
complexe et compliqué, mais c'est là notre rôle lorsqu'on passe de l'individu à l'organisation, lorsqu'on passe du niveau du coaching de vie au coaching d'équipe, au coaching organisationnel, mais nous en sommes capables. Nous en sommes capables parce que nous sommes compétents et nous apprenons chacun et chacun de nous et on va être solidaires et collaboratifs pour rendre ce changement organisationnel une règle. S'il n'y a pas une interruption, je passe au changement éducatif, au coaching professionnel éducatif pour l'explorer avec vous et le présenter en tant qu'outil de gestion de changement. Est-ce que ça va? Dormi ou non? Très bien, très bien. Tabarakallah alik. Non, Continue. non, ça va. Oui, ça va très bien, Très merci. Ça va très bien, très bien. Système. Parfait. Donc, si vous êtes réveillés, là, on va toucher ce qui nous touche. Ce qui nous touche concrètement, le coaching professionnel, mais avec la vision éducative. Donc, comment je le définis? Bien sûr, notre base de référence est ICF. Donc, je n'ai pas fait de référence écrite parce que je l'ai modifié à ma manière, à base de mes études en andragogie, en éducation, en pratiquant le coaching et en lisant à propos, en le vivre avec chaque coach adulte, chaque parent, chaque organisation, établissement scolaire et aussi les recherches que je fais à propos. Je le définis ainsi, le coaching professionnel éducatif est une démarche d'accompagnement qui vise à développer la réflexivité, toujours en vue d'un changement de comportement. Nous sommes d'accord pour le comportement, l'engagement, si nécessaire, bien entendu, et d'optimisation du potentiel des coachés. Vous connaissez cette définition, juste un rappel. Donc, bien sûr, il s'agit d'une période particulière de développement personnel et professionnel, et aussi d'une période d'éducation intense, surtout au niveau de l'adultat, parce que l'éducation des adultes, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que le plaisir revient à l'éduquer adulte au niveau du choix de grandir, de s'actualiser, s'épanouir dans l'apprentissage qu'il désire réaliser pour se voir meilleur. Donc, c'est une période d'éducation intense qui les aide, bien sûr, qui aide les coachés à prendre conscience de leurs ressources et expériences positives et de s'en nourrir pour structurer les différentes actions œuvrant pour l'atteinte des objectifs professionnels, éducatifs et andragogiques choisis délibérément. En organisation, un employé, un enseignant et parfois même un élève, il a le droit de contribuer dans la vision, dans la valeur, dans les valeurs, dans les objectifs communs. Donc, il a à faire un choix. S'il choisit d'y intégrer, il est obligé d'y collaborer. Ça, c'est le principe, c'est la moralité. Et c'est là le plaisir du processus du coaching éducatif parce qu'il y a la visée éducative. Donc, éventuellement, il y a un processus coaching, ce qu'on voit en rouge à côté, hein, avec la magnifique charrette du coaching. Il y a le coach qui est l'intervenant sur la situation. Il y a le coaché qui est au milieu du processus d'apprentissage et il y a la relation. Oups. Oups. Excusez-moi. Donc, ça fait une petite pause rapide. Oups. Je suis partie loin. Donc, gardez en mémoire ce schéma parce que nous allons creuser dedans pour clarifier notre coaching professionnel éducatif. Donc, bien sûr, le coaching ici, la spécificité du coaching éducatif, pourquoi je ne dis pas scolaire? Parce que selon le milieu éducatif, on peut renommer le processus.
Lorsqu'on est en entreprise, nous faisons affaire avec des jeunes éduqués, mais dans le milieu professionnel. Lorsqu'on pratique la formation, c'est que nous sommes dans un milieu éducatif. Lorsqu'on éduque nos enfants dans notre famille, c'est un autre milieu éducatif. Lorsqu'on est dans un établissement scolaire, donc le cas, il est aussi particulier. Alors, en général, le coaché, qu'il peut être soit un jeune adulte ou bien un adulte, il est au centre du processus de coaching. Bien sûr, qui se déroule dans l'ici et le maintenant avec des actions orientées vers le futur. Donc, juste, je rappelle le processus au cas où j'ai imaginé qu'il y aura d'autres personnes autres que coach, parce que j'ai généralisé les intervenants éducatifs. Bien sûr, lorsqu'on dit une organisation, elle peut être une école, entreprise, communauté de pratique, famille, individu ou autre. Éventuellement, il y a le coach, comme vous voyez, il gère le processus, mais il est dehors. Cependant, il croit au potentiel de son coaché. On peut ajouter des S au niveau coaché, au niveau potentiel. Bien sûr, il jongle avec une approche par objectif lorsqu'il pratique le coaching, parce qu'il n'y a pas un coaching sans objectif. Et là, dans la visée éducative, lorsqu'il porte aussi la casquette de formateur coach, ça veut dire qu'il est expert dans la matière qu'il va enseigner ou former. Il commence à développer les compétences et là, il passe à une approche par compétences. Donc, ici, dans la vision éducative, le coach, formateur, il jongle avec les deux casquettes. Et ça ne devrait pas toucher à l'éthique ni du référentiel de coaching lorsqu'il est en train de coacher et lorsqu'il passe à la formation, parce que le formateur agréé, normalement, il a les compétences de coach professionnel, mais avec la spécialisation qu'il a dans le domaine, il utilise les techniques d'apprentissage et de formation et aussi les techniques de la pratique réflexive qui est le cœur du processus de coaching pour développer les compétences de son coaching. Donc, éventuellement, ce processus, on fait référence avec à la grille de 10 que nous avons proposé tout à l'heure, depuis l'environnement au niveau de l'éveil, allant à la spiritualité et le niveau holistique, tout en vérifiant quel type de coaching nous allons pratiquer. Est-ce que c'est un coaching curatif? Notre coach a un problème et on va gérer avec lui ce problème. C'est lui qui va gérer son problème. Et nous, on va l'accompagner, bien sûr. Je clarifie, je mesure mes mots. Ou bien un coaching génératif, c'est que notre coach va passer au stade suivant. Il va développer ses compétences. Il va faire un changement du niveau 2 au niveau identitaire, ou bien un coaching de sens. Il veut comprendre son pourquoi. Il veut trouver, comment dire, son ikigai. Il veut aller creuser ses raisons et sa mission de vie et dans quelles mesures sont alignées avec la mission, la vision, les objectifs, les valeurs de l'organisation et les stratégies de l'organisation. La portée que l'on a dit éducative, elle touche la scolarité du coaché et scolarité dans tous les niveaux. N'oublions pas que dans l'organisation professionnelle, l'employé devrait être engagé dans un processus d'apprentissage continu. Donc, autrement, il est en scolarisation pour les adultes. Éventuellement, on vérifie son choix, son projet, ses orientations et dans quelles mesures sont alignées toujours avec l'organisation. N'oublions pas que nous jouons dans une façon systémique. Et comme le système est composé des petites particules qui sont les individus, à chacun son niveau d'estime de soi, à chacun son niveau de confiance en soi, à chacun ses niveaux des affirmations, de ses réalisations, comment il voit ses capacités
et sa fierté de réalisation et des affirmations des actions et le niveau d'autonomie. C'est dans ce sens que l'on commence à parler d'une organisation apprenante où tout le monde évolue d'une façon harmonieuse, d'une façon très fluide, investiguant tous les niveaux. Et vous, les coachs, vous avez le potentiel pour réaliser tout ça. Et vous, les coachs, vous avez le potentiel pour investiguer chacune des, je dirais, chaque stade de la vie humaine et aussi de la vie organisationnelle. Alors, maintenant que nous comprenons déjà le processus d'apprentissage que les coachs comme agents de changement réalisent, je vous propose de prendre une posture méta et de regarder le système organisationnel de cette approche de loin. Alors, le grand cercle, c'est l'organisation à elle. C'est le contexte de la situation d'apprentissage au travail sur laquelle on veut créer une réorganisation, un changement. Éventuellement, les grands cercles, les trois grands cercles, ça peut former les équipes, les grands départements, les grandes réunions des individus, qui soient. Et ces petits cercles sont les individus qui forment au fond le moyen système que je dirais les équipes et le grand système que je dirais l'organisation entière, donc notamment les apprenants en général, qu'ils soient des élèves, des étudiants, des employés, des managers. Parce que n'oublions pas, dans une organisation, on agit sur le N et le N-1. Et bien sûr, N-2, et ça inclut et ça transcende. On ne peut pas agir sur un seul facteur parce que ça ne va pas mener le changement organisationnel. Il faut que tout le monde adhère à la vision de changement et que tout le monde soit collaboratif. Et c'est là que l'on parle du travail collaboratif. Donc, cette interaction va nous ramener à se questionner sur l'objet, sur le quoi. Qu'est-ce qu'on veut changer concrètement? Donc, l'objet de l'apprentissage ou la formation sujet du changement. Parce qu'on ne peut pas nouer des interactions et des relations oubliant l'objet, l'objectif, le changement réalisé. Et c'est là que notre agent de changement, le joli coach, là, le bonheur, qui nous fait plaisir de le regarder comme ça, et ça rend quand même notre estime de soi très forte. C'est que là que l'on choisit notre casquette d'intervenant. Est-ce que nous sommes un coach organisationnel? On va agir à grand niveau, au niveau organisationnel, et appliquer la gestion de changement par le coach au niveau des managers? Ou bien nous sommes des coachs d'équipe, on va gérer la cohésion d'équipe, les relations, les objectifs opérationnels, ou bien on va aller creuser chez chacun et chacune des individus qui composent les équipes et par conséquent l'organisation sur leur identité individuelle. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui bloque chez eux? Donc, vous voyez dans notre bassin, chacun a sa mission. Je n'ai pas oublié les coachs scolaires, parce que si juste on dit que ce contexte est un contexte scolaire, la casquette change, la portée éducative change, et pas forcément que le coach scolaire soit un enseignant pour qu'il agisse ainsi, le plus important qu'il soit professionnel. Donc, je dirais à ce niveau que le coaching, il est fait pour les prises de conscience et la gestion du changement, et que la formation, elle est faite pour le développement des compétences, pour combler l'écart en connaissances, en compétences, pour aller vers la situation désirée. Donc, est-ce que c'est clair pour le coaching et pour le coach? Maintenant, nous allons voir, à part le rôle du coach dont on a parlé, je rappelle rapidement les 8 compétences de coach, fidèles à notre communauté. Bien sûr, c'est important qu'il
c'est fonder les fondations. En faisant preuve de la pratique et l'éthique, de l'éthique de la pratique, je ne vais pas entrer le détail parce que je suppose que vous êtes tous coachs et vous maîtrisez les compétences et vous avez plus de connaissances que moi dans ce domaine. Donc, et je vais apprendre de vous, bien sûr. Deuxième point, incarner l'état d'esprit du coaching. Troisièmement, co-créer la relation avec notre coaching en établissant le contrat pacte, en cultivant la confiance et en sécurisant notre coaching, en étant présent. Parce que à ce moment-là, nous lui appartenons. Nous sommes à son service. Donc, c'est important d'être présent en toute humanité à notre client, qu'il soit une organisation, une équipe ou bien un individu. Éventuellement, la communication efficace pour clarifier la situation tout en écoutant le dit et le non-dit, en suscitant l'enrichissement de la conscience. Donc, pourquoi je vais faire tout ça? Éventuellement, le changement commence et on va cultiver avec lui à la fois l'apprentissage grâce à la formation ou bien le travail qu'il va faire sur lui ou bien l'acquisition des attitudes nécessaires ou le changement de comportement, parfois changement carré, un changement radical de valeurs et de croyances pour gérer sa croissance et le plaisir et donc l'accompagnement de son potentiel vers une croissance évolutive et le voir grandir et grandir. Et vraiment, c'est un processus magnifique, magnifique que ressent le coach dans son voyage humain avec l'humain. Bien entendu, ce processus de coaching entre le coach et son coaché, il est régi par une relation très dynamique. Le processus, les séances, les actions, les réactions, les ajustements, les réajustements, c'est très, très dynamique et vous vivez ça dans vos pratiques chaque jour. Cependant, je clarifie que la situation évoquée par le coaché lui appartient. C'est sa situation, c'est son problème à lui. Et nous, en tant que coach, donc, on veille à écouter sa situation partagée et on va se concentrer plus sur la relation, sur la mobilisation des compétences de coach pour qu'il puisse, lui, grâce à ses compétences, mobiliser lui aussi ses ressources pour gérer sa situation. Et ça se gère vraiment dans un processus, une boucle d'apprentissage évolutive très dynamique, formidable, qui commence par l'établissement de la relation. Dans quelle mesure le coach il est capable d'établir le rapport avec son client. Parce que pour le fait qu'un client va parler de lui, c'est important d'avoir le cadre de confiance. Et surtout avec un jeune. C'est pour ça je souligne avec une ligne rouge nos pères qui défendent l'éthique du métier, qu'ils insistent que le coach scolaire soit très conscient, très compétent, très professionnel et très instruit en éducation et en scolarisation des jeunes avant d'intervenir avec eux. Parce qu'avec un adulte, on lui rend la balle, on le laisse choisir et décider. Avec un jeune, nous sommes dans une vision éducative, que l'on veut, que l'on ne veut pas. Nous sommes dans l'influence. Donc, autant qu'on n'est pas éthique, autant qu'on risque de l'impacter d'une façon négative. Ici, le professionnalisme du coach éducatif, c'est indispensable. Une fois la relation établie, le contrat est établi. Donc, est-ce qu'il est prêt ou l'organisation est prête avec ses membres à collaborer pour réaliser le changement? On fait conclure le contrat de travail et on commence à travailler. Bien entendu, on va commencer à échanger, à gérer la relation, à voir les perceptions,
à poser des questions, à cadrer, recadrer les croyances et les valeurs, à écouter activement notre client, à le faire réfléchir d'une façon méta, avec des changements de position perceptuelle, en utilisant tous les outils dont on dispose. Et le grand plus important, et l'outil le plus important, c'est l'être du coach, tout en faisant des diagnostics en permanence de la situation et relever toujours le potentiel du coaché. Dans quelle mesure il est capable de réaliser le changement désiré. Et c'est là que l'on commence à solliciter et suggérer les options de soutien du problème. Lorsqu'il est en processus pur et simple en coaching, c'est à lui de générer ses options. Lorsqu'il adhère à un changement organisationnel, bien sûr, quelques options sont imposées par les N, par la structure, par la stratégie organisationnelle. Ça n'empêche pas qu'il y aura des options par des brainstorming, par les instructeurs techniques, par les ingénieurs, par les enseignants, parce que ce sont les personnes du terrain. Et autant qu'on fait un échange à propos des options, on crée un alignement entre les options, un ajustement entre les options. Et c'est là que le changement devient plus concret, plus fluide, plus amusant, plus vivant, parce qu'il est vécu à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Bien sûr, les obstacles et les résistances, il faut apprendre à les gérer tout d'abord la maîtrise du processus. On comprend pourquoi cet employé, ce jeune, cet enseignant résiste, ne veut pas changer. Donc, il faut préparer un très, très bon plan d'entraînement, un très bon plan de pratique, bien sûr, la visualisation ici, la PNL et tout ce que vous voulez, c'est très puissant à ce stade. Oui, le coach, dans son être, il est un coach mentor, il est un coach tuteur, il est un coach sponsor, il est un coach éveilleur. Donc, il offre son soutien, il offre sa présence, il offre son temps, il offre son empathie, il offre tout ce qui peut être présent entre deux humains, entre des humains, pour pouvoir gérer la situation de changement et créer un environnement plus harmonieux, un état désiré, souhaité. Et par suite, chaque bonne chose a une fin. Chaque bon voyage a une destination. Une fois le changement réalisé, c'est la fin du projet, du processus de coaching. La relation doit s'arrêter parce que nous sommes porteurs notre valeur principale, c'est l'autonomie dans le processus, c'est l'autonomisation du coaché dans son processus d'apprentissage et d'évolution. Un nouveau diagnostic, une analyse des résultats, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Et la boucle est rebouclée encore une fois. Et bien sûr, si l'organisation ou bien les coachés sont prêts à gérer les changements à leur gré, c'est OK. Sinon, c'est encore une opportunité de travail pour vous et pour moi, les coachs. Donc, c'était conçu avec amour. C'était conçu avec un grand plaisir pour qu'il soit partagé avec une communauté à qui j'ai le respect, j'ai l'amour, j'ai la chance de rencontrer, j'ai la chance de collaborer avec elle. Et voilà, ça prend fin. Donc, 19h, 20h, 21h, nous sommes dans le temps. Je sais que c'est dense, que c'est lourd, que c'est fort. Si vous avez des questions pour rendre cette vision possible,
Sinon, on va faire comme les 300. Ken Bouchia, moi j'aimerais intervenir parce que je devrais vous quitter. Je me suis connectée, ce n'est pas évident un samedi. Je vous remercie pour votre présence. Je sais que c'était très difficile. Merci beaucoup. Donc, ce que j'aimerais dire, déjà, bravo et merci pour le choix du sujet, pour ta générosité habituelle, pour la qualité de l'intervention et du support utilisé. C'est vraiment, ça nécessite des jours et des jours de, de formation pour justement intégrer tout ça. Voilà, moi, ce que j'aimerais… Des années de recherche. Hein, exactement. Tout ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit merci pour la générosité. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Voilà, le changement est permanent, il s'impose à nous. Et pour pouvoir danser avec la complexité, je dirais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il faut un travail sur soi-même d'abord pour pouvoir danser avec ce qui vient, développer notre agilité en travaillant avec toutes les intelligences possibles, à savoir cognitive, comportementale, émotionnelle, etc. Et que cette posture que nous développons, nous, en tant que coach, qui est la posture du non-sachant, c'est ce qui permet l'ouverture et on ne peut l'atteindre qu'à travers la formation et l'apprentissage, justement, continu. Et donc, voilà, on est obligé de s'inscrire dans ces formations continues. Et tu as parlé de communication qui est la clé, justement, de cette complexité. Moi, je dirais d'abord sensibilisation pour permettre justement les prises de conscience et pour pouvoir atteindre ou arriver à cet engagement, travailler la motivation. Et on ne peut y arriver que s'il y a du sens derrière, d'où les 6 niveaux de 10 que tu as évoqués. Et donc, pour changer ce qui est vraiment en haut de la pyramide, ça demande tout un travail et l'implication de tous. Donc, merci beaucoup. J'aurais aimé rester pour échanger avec les autres. Je vais revoir le replay, Inch'Allah. Merci. C'est un plaisir, Zakia. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent interpréter, échanger? Écoute, à mon tour de te remercier, d'accord. Merci à vous pour votre présence. C'est juste, voilà, merci. C'était très dense, c'était un challenge, un gros challenge de parler et du changement en organisation et du changement dans le monde éducatif et du rôle du coach et les compétences du coach et tout ça. Vraiment, bravo, c'était vraiment un beau challenge. Merci beaucoup. Et bon, ben voilà, je répéterai, c'est pas la peine, je répète ce qu'a dit Zakia. Effectivement, le secret, je crois, de la gestion du changement, ou là déjà de mettre en place un changement, c'est effectivement de sensibiliser, de communiquer, parce que le changement ne doit pas être subi. Il doit être compris et tout le monde doit adhérer à ce changement. Il y aura toujours des résistances, comme tu l'as dit. Toujours. Il y a toujours des résistances au changement à cause des peurs, à cause de beaucoup de choses. Mais en tout cas, la communication joue un rôle primordial pour faire adhérer les gens et que tout le monde se considère comme partie prenante du changement, qu'on ne lui impose pas. D'accord? Par en haut, parce que là, ça ne marche pas. Sinon, voilà, bah, écoute, merci beaucoup, Ken Bouchia, tabarakallah alik, merci pour ta générosité. Merci beaucoup, c'est Ramdani, je vous ai coupé. لا ماشي مشكل. الله يعطيك الصحة. في الحقيقة مدام أنا زعما كون توت سانسيريتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله باسكو pour maintenir je ne sais pas combien دابا تبارك الله يعني il faut fournir une énergie vraiment de grande envergure يعني ما شاء الله باش ما نعينوكش ياك. خير إن شاء الله. الله يعطيك الصحة. أنا شوفي أنا je suis toujours technique dans ma tête. En toute sincérité ce que j'ai aimé وفي الحق استفدت بزاف علاش باسكو كنت كنخدم كان mélanger enfin je faisais un travail en mélangeant le coaching tel que nous l'avons fait ensemble et l'IA, l'intelligence artificielle. Alhamdoulilah, je pense que j'ai beaucoup avancé et je coach les élèves de lycée, surtout le maths, physique, chimie, avec de l'IA. Avec de l'IA, vraiment l'IA, c'est pas l'IA comme ça d'une manière générale.
ولكن je travaillais d'une manière c'est encore nouveau. هنايا quand je vois ce que tu es en train de faire, énormément de modèles, le modèle de deals, ainsi de suite. Ce qui m'a attiré, c'est les process, hein, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'au niveau des lycées, il faut un changement vraiment de grande envergure au niveau des process, hein, n'est-ce pas? يعني معليش نهضر هكا d'une manière spontanée. Bah oui, nous sommes là pour apprendre راه ما de بغيتش nos... نقول لي زيكول، كاين دي زيكول دانجينيور، ما بغيتش نقول لي نون ديالهم. يعني les élèves ما بقاوش يجيو، les étudiants ils s'absentent parce qu'ils voient un décalage vraiment de taille. ما نقدرش نصور لكم داك الشيء اللي و ça c'est pas la théorie. Je coach énormément de gens, énormément d'élèves et énormément de Ce que vous personnes et voulez qui يقول لك ما dire dans رحناش. un sens qu'ils ont perdu confiance Pardon, dans le système? Est-ce qu'ils ont perdu confiance dans le système ou ils se justifient plus intelligents ou plus écartés par rapport au système? C'est pour ça et dû cette absence. الحق ما سمعتش باسكو يمكن انا عندي مشكل في Est-ce que vous jugez qu'ils ont perdu dans un volet leur confiance dans le système? Oui, effectivement, parce que نتكلموا d'une manière pratique. D'abord, راه ChatGPT, il fait énormément de choses. Je peux développer des choses avec l'agentique, l'IA agentique, un agent IA qui propose des exercices, un autre qui corrige. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Moi, je corrige avec l'IA. Donc, Oui. si vous voulez, on est dans une logique de coach augmenté. هذا c'est un terme ديالي. Augmented coaching. يمكن حتى نكون شوية courageux. يمكن حتى دوك les 11 compétences, il faut les revoir. Oui. Oui, mais il faut les augmenter là parce que on est des humains, l'écoute ou les émotions غيبقاو toujours. Mais il faut les augmenter. Comment? أنا بعدا استفدت en toute sincérité. Parce que tu as parlé d'un certain nombre de modèles وهذا ونسيتهم أنا بقيت ماشي غير مع ليا alors que كاين énormément de choses dans ces modèles اللي نقدروا voilà هضرت بزاف يمكن ياك. Non, non, ce qui m'a fait réfléchir, c'est dans quelle mesure nos systèmes scolaires sont conscients de ce que vous venez de dire, du besoin du produit, du système. Est-ce qu'ils sont conscients de l'ampleur? Oui, ils sont conscients de l'ampleur de l'IA, mais par rapport à son impact sur les apprenants, surtout lorsqu'ils s'absentent du système, qu'ils n'assistent pas, qu'ils trouvent ailleurs, est-ce qu'ils sont conscients de la structure du changement organisationnel? Est-ce qu'ils sont conscients du niveau où ils doivent commencer, sur qui ils vont agir, avec qui ils vont agir? Et comme a évoqué notre ami Zaki qui est parti, que ça débute d'eux-mêmes. Donc, pour aller chercher le système, les intervenants et ceux qui vont subir le changement dans le système, spécifiquement le système scolaire, parce que l'on veut ou que l'on ne veut pas, le système scolaire, c'est le cœur du système éducatif. Que l'on soit entrepreneur, un manager, un parent, c'est le produit du système scolaire. Même les parents disent que c'est l'école qui éduque, nous a éduqués auparavant et elle va éduquer nos enfants par suite. Donc, dans quelle mesure l'établissement scolaire est conscient de ces structures? Moi, de ma part, je présente bien sûr mes compétences en éducation, en formation, en coaching à ce système que je chéris autant. Je parle spécifiquement ici du système scolaire marocain, sans oublier le système scolaire québécois auquel je vais intégrer l'année prochaine et sur lequel je suis intégrée et j'étudie d'ailleurs dedans. Donc, on peut généraliser ça sur tous les systèmes mondiaux parce qu'on vit dans une façon holistique, plus globale. Bon, j'imagine que parfois ça dépasse notre réalité pour devenir un rêve, mais c'est un rêve légitime.
légitime. C'est un rêve légitime que l'on invite chaque éducateur à revoir ses comptes et revoir comment il peut contribuer dans le système. هذا هو اللي بان لي سي محمد. Exactement. C'est autant compliqué qu'on fait un lâcher prise quelque part et on agit sur ce qui est sous notre contrôle en partie, tout en espérant l'évolution. Exactement. هذا هو اللي. Donc, je pense que nous allons mettre fin à cette agréable soirée, à cet agréable samedi soir. Merci à vous, Monsieur Mohamed, à Madame Tijania qui nous a quittés, à Madame Soukeina qui est encore avec nous, un grand merci, à Madame Dunia, à Monsieur Jamel qui est avec nous, avec ceux qui étaient présents et partis, aussi à ceux qui n'arrivaient pas à être présents. J'espère que l'enregistrement soit effectué avec réussite et pouvoir le partager. J'imagine que Madame Dunia veut partager avec nous sa vision des choses. Bienvenue, Dunia. Ça a Hello, été bonjour coupé. et encore merci pour le partage. Merci Écoute, c'est un beaucoup. domaine qui touche beaucoup toutes les organisations, surtout de plus en plus le changement il se fait de plus en plus rapide et le changement n'est plus changement en fait, il est juste continuité parce que il est tellement dans la continuité, il y a toujours des changements que je pense qu'il y a cette culture-là et surtout dans les multinationales, je dirais, Oui. est assez rodée et il y a beaucoup de je dirais, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est très intéressant de voir l'effet systémique et je pense que c'est un domaine il y a encore plein de choses qu'on peut encore c'est un vaste domaine en fait. Donc il y a le Oui. côté systémique, il y a aussi beaucoup de relationnel, il y a un peu la politique, il y a beaucoup de Oui. par les peurs et les résistances, il y a aussi les champions du changement et donc il y a en fait c'est comme un jeu. C'est un petit peu comme un jeu d'échecs de façon à faire passer le changement et voilà, et l'utiliser comme une opportunité pour croître. Voilà, je dirais. Donc c'est intéressant en tant que coach et coaché de voir les process, les structures. Oui. Donc c'est super intéressant, ça m'intéresserait bien. Je pense qu'il y a une nouvelle formation, je pense qui va s'ouvrir en septembre je pense sur je pense un petit peu le côté je pense systémique en fait. Donc ça c'est super intéressant, je pense, de le parcourir. Et comme tu dis, effectivement, il y a plein comment dire, de milieux. Au-delà de scope, en fait, on peut faire appliquer la même méthodologie, que ce soit au niveau scolaire, et donc avec Oui. des jeunes derrière, que dans des multinationales où ce changement est intégré quelque part, tout le monde, c'est juste en continuité, que dans des structures plus rigides, voilà quoi, dans un peu rigide, peut-être plus public, on va dire, où les gens n'ont pas l'habitude de changement et donc là, il y a beaucoup plus de résistance. Et voilà, Oui. donc c'est différentes palettes, mais avec la même structure. Et j'aime Oui. beaucoup l'approche IA. Je pense que tout le système académique, il est à revoir de toute façon. Comme les organisations sont déjà en train de se revoir, parce que il faut surtout c'est une autre manière de réfléchir, pas forcément de venir l'objectif n'est pas vraiment apprendre par cœur,
par exemple, mais savoir se questionner, poser les bonnes questions. Oui. Et utiliser ça comme pour prompter l'IA ou bien pour, et l'utiliser, j'aime bien le terme augmenter, comme un atout en plus, un outil en plus, pour rendre l'humain encore plus humain. Oui. Voilà. Effectivement, Donia, vous avez fait un résumé du tout, une brève histoire du tout. Et donc, maintenant, Allah, qu'il y aura un changement positif au niveau de l'individu, au niveau de l'humain, au niveau de l'institution scolaire, au niveau de l'organisation, au niveau de la hiérarchie la plus grande, du jeu au E dans une vision systémique et intégrale évolutive. Mais on doit se reposer un petit peu, Kamli. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute, pour votre passion, pour votre partage. وأحبكم في الله جزاكم الله خيرا. Un plaisir. السلام Shukran عليكم. lak, madame. Plaisir. 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 بارك الله فيكم.